Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ex-hétéro, etc. Plus les semaines passent et plus j'ai l'impression que ce podcast m'est essentiel. J'ai profondément besoin de queer positivité et j'ai l'impression que vous aussi, si vous m'écoutez. Je vais donc m'atteler ici à vous proposer une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en marchant ou en faisant du sport ou la cuisine. Ça fonctionne aussi dans le bain, c'est testé et approuvé. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça pourrait faire du bien à un ou une proche. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique, handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux et heureuse. Ah oui, et queer ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Ex-hétéro, etc. et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai rencontré Mahon invité grâce à une newsletter. Quoi ? Qu'entends-je ? Moi, boomer ? C'est un des moyens que j'ai choisi pour rester au courant des infos des assos que je suis et ici, ça m'a permis de rencontrer de nouveaux amis. On a joué à un jeu de rôle ensemble, des drag queer, des paillettes et des explosions. Yel a co-créé cet univers sans pression. Mahon invité a été adorable du premier message à aujourd'hui et voici qu'elle m'accueille chez lui. J'ai très hâte de découvrir qui elle est vraiment en dehors de ce terrain. Bonjour Bastien. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Cool. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom et tes pronoms, s'il te plaît ? Eh ben, je m'appelle Bastien et mes pronoms c'est il, elle, yel. Insérez néo-pronom qui vous plaît. Ok. Peu importe. Du coup, je switch ? Ok. Comme tu veux. Ok, Ça me va. J'ai pas d'autre réponse à ça. très bien. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Eh ben, alors, je suis queer. Oui. En premier lieu, je pense que ça fait partie de ce qui me définit le plus. Je suis non-binaire, donc je rentre dans le T, Ok. bien sûr. Et je me considère assez facilement comme trans de façon générale. Ok. Et ouais, bi, pan, c'est un spectre. Le spectre bipan. Voilà. Ok. Mais on n'est pas que queer. Donc, Non. comment tu te définirais en tant que personne ? Je suis une énorme geek. Ça, il faut quand même. Je pense que ça me définit pas mal. Ok. Comme tu l'as dit, je suis rôliste. Ouais. Donc, je pratique le jeu de rôle comme loisir. Ça prend du temps et ça prend de l'énergie donc ça fait partie de mon identité, je pense. Ouais. Et je suis aussi une énorme gauchiste. C'est pareil, ça prend du temps et de l'énergie. Et je pense que ça fait partie de mon identité également. Ok. Que fais-tu dans la vie et comment occupes-tu tes journées ? Avec un chat qui te griffe les épaules. Coucou. Cheddar. Oui, voilà. Tu griffes pas. Mais je pense qu'il n'a pas vu que j'étais là. Il a accroché le canapé, mais c'était mon épaule en fait. Non, t'es Mais crapu. oui, tu es un peu teubé. Tu es gentil, mais tu es un peu teubé. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie dans la Eh ben, dans la vie, je suis travailleur social. Ok. J'accompagne des personnes qui sont en difficulté au niveau du logement, notamment. Ok. Et donc, je les soutiens pour qu'ils puissent s'installer dans un logement et vivre une vie la meilleure possible dans notre système qui les accompagne pas tout seul. Ouais.
Ah bah si tu veux, oui, je peux expliquer. Je fais des visites à domicile, mais très peu. Ouais. On fait... Je dis on parce que je suis pas tout seul dans le service, bien sûr. Tout ce qui est effectivement accompagnement administratif, soutien pour... vers les administrations, que ce soit la CAF, la CPAM, Ok. la préfecture, l'hôpital, enfin bref, tout ça. Et effectivement, on fait aussi des accompagnements à tout ce qui est compréhension du système du logement, parce que c'est pas toujours évident. Donc, être installé chez soi, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les droits, les devoirs, tout ça, voilà. Ok. C'est hyper intéressant, hyper riche et j'adore mon taf, donc. C'est bien ça. Donc c'est cool. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? J'ai eu mon diplôme en 2016 dans une autre grande ville et j'ai déménagé. Donc j'ai commencé là-bas et j'ai déménagé en 2018 et donc ça fait bientôt 10 ans. Ouais. Ça rajeunit pas. Ok. On a commencé à parler du JDR. Quelles sont tes passions et comment te ressources-tu ? Clairement, le JDR, c'est quelque chose que je définirais comme une passion. J'adore ça depuis que je suis gosse. Okay. Je pense que mes premières parties de JDR, c'était avec ma famille et mes amis à 8-10 ans, un truc comme ça. On créait nos propres jeux. C'était pas les meilleurs jeux du monde, mais c'était fun. Une famille, du coup, parents aussi, potentiellement ? Non. Enfants. Mon frère. Okay. Et nos amis, surtout. Ok. Bien que mes parents étant de la génération 70, ils ont sans doute pratiqué un petit peu de JDR aussi. Je suis pas sûr que c'était leur délire plus que ça. Et oui, je trouve ça fascinant, cette idée de créer des histoires à plusieurs et en live. Ouais. Je trouve que c'est hyper stimulant pour l'imagination et puis de jouer des rôles, c'est des choses qu'on fait dans la vraie vie en permanence, mais là c'est des rôles marrants, donc c'est plus intéressant. Enfin, en tout cas, il y a moins de pression, quoi. Les conséquences sont pas les mêmes. Ouais. Voilà. C'est trop bien. Donc ça, c'est le jeu de rôle. Ensuite, je fais beaucoup de jeux vidéo aussi. Ok. C'est quoi le jeu auquel tu joues en ce moment ? En ce moment, je joue à Stalker 2. Ok. T'es sur PC ou console ? Sur PC, bien sûr. Bien sûr. À mon âge vénérable, j'ai la chance d'avoir les moyens d'acheter des trucs cool. Donc le PC, c'est quand même le plus adaptable et le plus intéressant, moi, je trouve, en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc ouais, je passe sans doute au moins... je sais pas, par semaine, au moins une vingtaine d'heures sur mon ordi. Quel autre jeu où tu passes beaucoup de temps ? Genre, moi en ce moment, je suis sur Enshrouded. Ouais, je commence. C'est en early access. Peut-être. Ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal à me lancer sur les early access, mais effectivement, ouais. Tout ce qui est jeu de survie / construction, effectivement, Enshrouded, Valheim. C'est le premier que je fais comme ça, okay. Tu vois. Juste avant, j'ai fait le nouveau Dragon Age Veilguard. Ah, j'y ai pas joué. Oh là là, trop bien. J'avoue que j'ai un peu de mal à acheter des gros studios qui font payer leur jeu 70 balles. J'ai un peu du mal. Mais j'ai beaucoup aimé le premier Dragon Age. Oui. Et après, la série a un peu dérivé, je trouve. Mais j'ai joué aux deux. J'ai joué à Inquisition. Origins. Origins, ça s'intègre où, ça, dans la timeline ? Oh là, je sais même plus, moi ça fait tellement longtemps. Là j'ai vu je sais pas si j'y ai joué à le celui-là. nouveau, là j'ai fait ah ouais d'accord, j'avais complètement oublié que ça existait quoi quand il est sorti. Ouais, et du coup il est vraiment super et il est plutôt queer en plus, tu vois. Donc je suis très contente. Apparemment, ouais. Mais c'est pas la première fois déjà dans...
Je crois que c'est dans Inquisition qu'il y avait un personnage trans. Ça me parle. Un compagnon du joueur, Reuse. Très fan de... Enfin, j'aime beaucoup travailler en équipe. Donc tout ce qui est jeu multijoueur en équipe. Je peux y passer en ligne, je peux y passer littéralement des milliers d'heures. Hein. Ouais. Je pense que je suis à 3000 sur Dota. Non, j'ai arrêté. Mais j'ai dû passer. J'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Atlas Reactor, qui est un autre MOBA, mais au tour par tour. Okay. Enfin, c'est au tour par tour simultané. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Okay. Surtout si on l'a pas sous les yeux. Mais l'idée, c'est de prévoir les mouvements de l'adversaire et d'agir en conséquence pendant que lui fait exactement la même chose en même temps que toi. Okay. Et pendant 20 secondes, tu prévois ton tour. Et après, quand tout le monde est appuyé sur le bouton prêt, et il se passe un truc qui correspond à... Voilà. Je trouve que le concept est absolument merveilleux. Okay. C'est un jeu qui a bidé lamentablement, qui a été arrêté il y a des années. Il n'est pas impossible qu'il existe toujours des façons d'y jouer plus ou moins légales. Voilà. Mais ça, pareil, j'ai dû y passer au moins 2000 heures. Starcraft 2. Tout ce qui... Pardon ? Starcraft, j'ai fait la campagne. Ouais. J'ai tenté le multijoueur, mais je suis pas bon à Starcraft. Ah, c'est dur. Hein. Vraiment pas. Moi, j'arrive pas à jouer en ligne avec des gens. J'arrive pas dommage. du tout. Mais il y a plein de trucs cool à faire en ligne avec des gens. Ouais, mais en fait, j'ai peur. Tu sais, je sais pas, j'ai un sentiment d'angoisse qui monte là et je fais je sais pas faire. Et comme la première fois que j'ai testé Starcraft 2, j'ai fait la campagne et après on m'a dit vas-y en ligne et tout. Je fais panique, stop, je veux plus. C'est vraiment pas le meilleur jeu pour démarrer à jouer en ligne, je pense. Exact. Je pense qu'il y a des trucs bien plus sympas, plus simples. J'ai testé Don't Starve Together avec ma femme. J'étais horrible avec elle. J'étais allez, vas-y, fais ça pendant ça. Moi, je fais ça et tout. Vas-y, fais ça. Non, je suis horrible. J'ai joué à... Comment ça s'appelle ? J'adore cette série de jeux Tropico. Je sais pas si tu connais. Oui. Gestapopo, c'est moi, tu vois. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'adore jouer à Tropico, mais voilà. Je suis insupportable. Ok. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Parce que c'est vrai que c'est aussi un loisir que je partage avec ma femme et que c'est trop bien de jouer à deux. Ouais. En fait, moi j'adore ça. Je pense elle moins. Elle moins. mais moi j'adore ça. Oui, elle est moins accro que moi aux jeux vidéo. Je pense que je vais réessayer. Et après, bien entendu, le pont facile entre... Enfin, il y a des ponts très simples entre le rôlisme et les jeux vidéo, donc toutes les séries de jeux de rôle avec une équipe, que ce soit au tour par tour ou pas, en général. Alors, pas les MMO, mais tout ce qui est Baldur's Gate, Solastra, etc., etc. Enfin bref, tous ces jeux-là, voilà, Baldur's Gate 3, là, j'ai le meilleur jeu du monde, je pense. Okay. J'ai pas passé 2000 heures, parce que quand même, pas non plus exagéré, mais je pense que je l'ai fini 3 fois et que j'en suis à 300 ou 400 heures, ouais. Ok. Cool. Moi, ça m'intéresse tout cet univers-là. Parce que j'ai l'impression d'être la seule geek dans mon coin, tu vois. Ah. Ouais, c'est vraiment ce sentiment de... Je suis très chiante en geek en termes de... Si j'aime pas le graphisme du jeu, c'est mort. Et si le graphisme est pas bon, j'aime pas du tout le mode puzzle. Genre, je déteste Zelda. C'est dommage, parce que c'est pareil, c'est vachement bien. J'aime pas du tout le graphisme. J'aime pas les puzzles, j'aime pas les énigmes comme ça. Et je passe le plus de temps, ça va être sur des trucs comme ça. Et puis, un truc très très niais, mais bon, j'assume, mais c'est comme ça. J'ai passé énormément d'heures sur Dreamlight Valley. C'est un jeu Disney en mode Animal Crossing. Mm-hmm. Et ça me permet de jouer sans trop réfléchir, on va dire. Et à côté de ça, je mets des podcasts, des livres audio. Et du coup, c'est vraiment le meilleur temps, quoi. Je m'allonge, canapé, manette sur l'ordi, du coup. Mais meilleure chose. C'est super. C'est pas exactement comme ça que moi je pratique, mais c'est l'avantage du jeu vidéo, c'est un loisir qui est... à la fois un loisir et un art qui est tellement large que tu as tout le temps un truc qui peut cliquer pour toi et que ça fonctionne et que tu ressentes des trucs et que ce soit trop bien. Ouais. Même si c'est juste occuper la partie de ton cerveau qui écoute pas le podcast, ça compte. Hein. C'est ça. Enfin, de mon point de vue, ça compte. Ouais. C'est comme tu dis, il y a tellement de façons de jouer, c'est ouf.
On va passer à la suite. Mais Ouais, parce que je pourrais rester des heures mais sur oui, le mais jeu moi vidéo. j'adore. Alors, on continue. La question suivante, c'est pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Oui, c'est possible. Faut quand même commencer par dire que ça fait un moment qu'il y a un... je suis assigné mal à la naissance, je pense que ça s'entend dans ma voix un peu, qu'il y a un malaise avec l'identité masculine depuis que je suis gosse. Hein. Clairement, ça marche pas ce truc-là. Ça me correspond pas du tout. Mais bon, je me suis jamais. Enfin, à l'époque, en tout cas, j'étais pas instruit, on va dire, comme maintenant, éduqué, pareil. Ouais. Et ça m'a pris vachement de temps parce que mon coming in. C'était en 2020. Ok. Donc, ouais, ça date un peu. Ok. Et en fait, bon, j'étais déjà en résonance, entre guillemets, avec la communauté. Je suivais plein de Twitter trans, de trucs comme ça, voilà. Et je sais pas trop pourquoi. Un jour, j'ai une amie donc, avec qui je faisais du jeu vidéo depuis fort longtemps, que j'ai jamais rencontré dans la vraie vie d'ailleurs, qui m'annonce qu'elle est trans, mais genre comme ça en passant. Ouais. Donc bon, c'était pas le sujet sur le moment. Ok, super, voilà. Et après, je lui ai renvoyé un message en la remerciant quand même de sa confiance, parce que c'est pas rien. Ouais. Et du coup, on a commencé à en discuter avec cette amie. Et je lui ai dit que moi, pareil, identité masculine, c'était pas vraiment mon délire et que je me sentais plutôt entre les deux, ni l'un ni l'autre, voilà. Et elle m'a dit, alors elle est anglaise, that's non-binary. Et j'étais là, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc je suis allé regarder, ça m'a pris 2 secondes et je fais, bah oui, exactement, ça c'est moi. Donc voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Merci Meg. Hyper rapide comme ça, claque quoi. Ah bah oui, en fait c'était, si tu veux, une réflexion. La réflexion était déjà faite, il manquait juste l'étiquette, entre guillemets, qui résonnait comme une évidence, quoi. Ouais, ok. Alors après, évidemment, quand on ne fait pas forcément partie de la communauté, même si on est un allié, qu'on est loin, qu'on n'est pas à l'aise avec son propre... avec la façon dont on est né, avec son identité, avec tout ça, c'est pas exactement pareil de regarder ça de loin en se disant waouh, ça a l'air super bien, mais moi j'en fais pas partie. Qu'une fois qu'on se dit ah mais si, en fait ça c'est moi, du coup il y a une forme de légitimation et et du coup je me suis vachement plus renseigné. C'est là que j'ai aussi osé pousser la porte de l'assaut du coin et de fil en aiguille. Je suis plus la même personne maintenant qu'il y a 4 ans. Mais il fallait quand même cette première... c'est un peu idiot des fois, mais cette première truc en se disant bah oui, il y a une étiquette qui me correspond. Mais ça tient pas à grand-chose, ouais, c'est non. ça. C'est marrant. Après, je sais pas si c'est un truc qui est partagé, si c'est parce que ça s'est fait... j'avais déjà l'âge vénérable de 38 ans. Non, un peu moins. 34. Ouais. Mais bon, plus tout jeune, quoi. Voilà. Donc voilà, je sais pas si c'est ça qui joue ou si c'est juste mon psychisme qui fonctionne comme ça, mais c'était ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif ? Oui, le plus positif, clairement, c'est ma femme. Comment ça s'est passé ? Eh ben, je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé, je suis non-binaire. Elle m'a fait, ok, viens te coucher. J'ai trouvé que c'était merveilleux. Parce que pour moi, c'était hyper important, entre guillemets, qu'elle le sache et qu'elle soit... Alors, ok avec ça, c'est ce que j'espérais, même si je ne veux pas la forcer à être ok avec quoi que ce soit. Mais c'était un peu écoute, peu importe. Enfin,
une forme d'acceptation dans l'évidence que j'ai trouvé assez je sais pas si c'est courageux ou pas, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, c'était simple, honnête, cri du cœur. Ouais, c'est ça, quoi. Ok, ça. c'est un fait, et point, on passe à autre chose, viens de coucher. Ouais, Voilà. Bon, trop... le fait est qu'elle était elle-même déjà, elle se définissait elle-même déjà comme bi, ça a sans doute facilité la transition, mais voilà. Et donc on en a reparlé, mais le lendemain, vaguement, en mode, bon, bah du coup, est-ce que je te genre en masculin ou féminin, peu importe, enfin, voilà. Ok. Mais c'était cool. Ouais. Pour l'instant, ça s'est toujours bien passé, mes coming out, mais il faut dire que je suis pas out auprès de beaucoup de monde. Je choisis. Tu choisis bien là où de tact, j'espère, ouais. en tout cas. Enfin, je fais gaffe quand même. Ok. J'ai pas du tout envie d'avoir à supporter des commentaires ou ça me saoule, donc je suis pas out au boulot, par exemple. Enfin, pas à tout le monde. Mais pour l'instant, mon frère a été extrêmement ouvert aussi. J'en ai pas parlé à ma mère parce que je sais que ça va pas passer. Enfin voilà, ce genre de... Ok. Voilà. Pour l'instant, tout ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé, très bien. Et c'est super. C'est super. Tu disais que non-binaire, donc T, dans LGBTQIA+. Ouais, tout à fait. Et tu viens de me dire que queer, pour toi, c'est l'engagement. Ouais. Alors attends. C'est l'engagement dans le côté, entre guillemets, politique de la communauté. Eh ben, on peut faire les deux. Allez. On peut faire les deux. On peut commencer par le premier dans la liste. Non-binary, donc trans. Oui. Donc, non-binary ou non-binaire en français. Donc, c'est des personnes qui sont sur le spectre, pas ni d'un côté femme, ni d'un côté homme sur le spectre de l'identité de genre. C'est un spectre, on peut être un peu où on veut sur le... Voilà. Un peu en dessous, un peu au-dessus, bref, ça c'est chacun. Mais de mon point de vue, et je pense que c'est un point de vue qui est assez partagé, en tout cas je l'espère, parce que c'est le point de vue le plus inclusif. À partir du moment où on part d'une identité qu'on en sort, une identité de genre assignée à la naissance, qu'on en sort et qu'on va vers une autre, que ce soit jusqu'au bout de, entre guillemets, l'échelle du spectre, t'appelles ça comme tu veux, ou pas, de fait, on est trans, puisqu'on est sorti de l'identité de genre qu'on a eu, on est plus cis, on est du coup trans. C'est... Il y a des débats dans la communauté, bien entendu. Évidemment. Comme partout. Et comme partout. Surtout. Voilà. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, évidemment, quand tu le dis, bien sûr, et je suis complètement d'accord avec toi, et c'est évident, tu vois, mais jamais je l'ai vu écrit comme ça, noir sur blanc, à me dire « Ah, mais oui, en fait !» Enfin, tu vois, je réfléchis pas à ça. Après, il y a sans doute aussi des personnes trans qui vont rétorquer en disant que oui, mais... alors, je sais pas si on sort un peu du podcast positif. Non, mais allons-y. Oui, mais... t'as pas vécu les mêmes choses, t'as pas vécu la violence, la transphobie, tout ça, parce que effectivement j'ai un passing homme absolument du feu de Dieu, c'est facile, je suis assigné homme à la naissance. Et je peux me sentir suffisamment à l'aise avec ça pour pas trop avoir de dysphorie à ce sujet. En tout cas, certainement pas au niveau de ce que peuvent ressentir certaines personnes trans. Mais si on parle uniquement d'un point de vue étiquette et philosophie, ça me paraît assez juste de le présenter comme ça. Maintenant, bien sûr, je n'affirmerai jamais que le parcours de transition d'une personne qui a eu d'autres choses que moi
Enfin, je l'ai pas vécu, donc évidemment c'est pas. Mais t'as pas besoin d'avoir souffert pour être. Moi, c'est mon avis. Bien sûr. Ça peut faire débat dans la communauté. Hein. Il y a des personnes qui vont te parler qui vont te dire peut-être pas le contraire textuellement comme ça, mais dont c'est un discours qui est quand même assez qu'on peut entendre en tout cas et qui est légitime. Moi, je peux aussi comprendre que évidemment. Le fait de souffrir de discrimination, ça crée aussi une identité. Et personnellement, j'essaie effectivement d'éviter le plus possible de discrimination à mon encontre en n'étant pas out auprès de plein de gens et donc en ayant une expression de genre qui est très masculine, clairement. Voilà. Bon, pas tout le temps, dans des lieux choisis et en faisant gaffe à qui je risque de croiser, mais bon. C'est pas une question d'en avoir honte non plus, hein, c'est juste que je préfère me protéger au cas où. C'est marrant parce que j'ai envie de te répondre aussi le dommage de tout à l'heure que tu m'as dit pour les jeux, tu sais. Ah oui, mais c'est vrai, sans doute. Oui, et je pense que tu as raison. Je pense que tu as complètement raison sur le fait que c'est sans doute dommage d'une certaine façon. Et en même temps que... c'est ta stratégie à toi pour être bien et c'est respectable complètement. Enfin, tu fais bien ce que tu veux, quoi. Oui, et je pense que c'est aussi quelque chose qui mature avec le temps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis out que depuis moins de 4... Enfin, ça fait moins de 5 ans maintenant. Je suis pas forcément toujours très à l'aise sur certains sujets. Et je pense que c'est aussi des choses que j'ai pas envie d'avoir à expliquer, quoi. Bien sûr. Donc, pas à tout le monde. Il y a des gens, je sais que ça va être pris sans aucune difficulté et pas de voilà. Et il y a des gens avec qui j'ai pas envie de m'engueuler, donc voilà. C'est un gros sujet du podcast. On en parle quasiment à chaque épisode sur le sujet de la pédagogie, justement. Sur qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que le fait d'être queer, mettons toutes les cases, le fait d'être queer, est-ce que, pour moi en tout cas ça veut dire ça, toutes les cases en dehors de la cis-hétéronormativité, est-ce que ça nous impose un rôle d'être pédagogue auprès des autres ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, on a un grand pouvoir, j'adore. Et en même temps, pour rester sur Spider-Man, on peut aussi rester l'araignée du quartier et pas forcément s'exposer plus que ça. Donc après, moi, je considère que c'est chacun à chacun d'aller, chacune, hein, bien sûr, d'aller là où elle souhaite aller. Plus loin, moins loin, avec des périodes plus combatives, moins combatives. Là où c'est difficile, c'est que parfois, une fois qu'on est out, même si on est sur une période moins combative, c'est trop tard, quoi. Et bon, pour l'instant, je suis pas prête. Après, ça peut changer. Et en même temps, je me cache pas non plus, dire que je sois particulièrement secret sur mon identité. Je fais pas d'effort pour me cacher. Mais les gens qui me posent pas la question, je vais pas forcément leur répondre que je suis non binaire, quoi. Donc, je vais pas forcément l'afficher. Encore que je porte en permanence le drapeau, c'est ce que j'allais te demander. Clairement, mais c'est un drapeau que personne connaît, donc. Si les gens voient ton écharpe magnifique tricotée aux couleurs non binaires, on se reconnaît entre nous, on va dire. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça te suffit. Pour l'instant, oui. Et après, ça ne veut pas dire que je tente pas de... Parce que du coup, on revient sur la partie queer. Oui, la partie queer. Puisque pour moi, c'est certes être en dehors de la cis-hétéronormativité, mais aussi, quelque part, de le revendiquer par ses actions. Je pense par exemple, pour donner un parallèle, que Gabriel Attal, qui est gay, officiellement, il est out, il est gay, il n'est pas queer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté où si
il se trouve que notre identité de genre ou notre orientation sexuelle fait qu'on rentre dans le LGBTQIA+, mais que on n'en fait pas une identité et qu'on le revendique pas quelque part, on n'est pas vraiment queer. Moi, je pense que c'est ce côté en faire une identité, se l'approprier et le revendiquer, au moins un peu, au moins de temps en temps. Voilà. Après, je cherche pas à donner des étiquettes voilà. C'est ma définition à moi. Mais oui. Voilà, je veux pas non plus que les gens qui nous écoutent se sentent voilà, vous êtes valides, vous êtes tous valides. Alors moi en l'occurrence non, je suis invalide, Oui, je suis handicapée. Mais pardon, c'est l'expression anglaise, you are valid. sais. Je vos parle beaucoup identités, franglais. vos expressions sont valides. Oui, de tout à genre. fait. Mais bien sûr, mais pour le coup, ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Oui, Gabriel Attal, il est tellement pas queer. Et à côté de ça, Claire Fégreux, je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. Oh, c'est une meuf incroyable qui est hétéro à ce que j'en sais et ultra queer, tu vois. Alors, ça, c'est pour le coup un énorme débat dans la communauté. Ouais. Est-ce qu'une personne peut être cis-het, peut être un homme cis-het, allié et queer? La plupart des gens vont te dire mais non, pas du tout. Moi, je pense que si. Pour moi, cette définition, elle va jusque-là, même si, effectivement, c'est des personnes qui profitent, entre guillemets, ont plein de privilèges. Moi, je considère que pour certaines personnes qui ont fait suffisamment de travail sur elles, qui ont suffisamment réfléchi et qui sont conscients du fait d'avoir des privilèges et que c'est pas normal et qui sont prêts à les abandonner, on peut leur donner cet adoubement. Alors, je sais pas si c'est un adoubement, mais on peut leur donner cette étiquette, en tout cas. Oui. Leur proposer l'étiquette, carrément. Ouais. Ou qu'ils la choisissent. Alors, la difficulté, c'est s'ils la choisissent eux-mêmes. Voilà. C'est là qu'il y a un truc où... Appropriation culturelle ou pas. C'est comme les hommes qui se disent féministes. Ça, c'est red flag. Ouais. Si c'est eux-mêmes qui le disent, moi, je trouve que c'est assez red flag. Mais j'ai jamais entendu personne dire moi je suis queer pour obtenir entre guillemets un bon point, tu vois. Féministe, oui, il y a des hommes qui sont pas du tout féministes qui disent mais non, mais ça va, moi je suis féministe, et du coup ils ont un bon point féminisme. Ils ont Limon à Cholet quelque part. Voilà, et du coup ça c'est cringe et carrément red flag, mais je n'ai encore jamais entendu pour la queerness. Ça veut pas dire que ça ne sera pas le cas, mais bon, voilà. Après, j'entends que c'est une position qui est la mienne et qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même cette idée de revendiquer une identité dans le sens du mot queer. Puisque c'est, à la base, c'est une insulte. C'est un peu une réappropriation d'un stigmate, le mot queer. Ça veut dire chelou, ça veut dire... étrange, mais dans le sens pas très sympa de étrange. Ouais, bizarre. Bizarre. Et c'est des choses qui ont été récupérées par la communauté. Donc il y a aussi cette idée de je revendique cette appropriation-là et je revendique cette appartenance à cette communauté-là. Et je pense qu'il y a ça qui est... ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Et moi, personnellement, je le ressens comme ça, quoi. Même si je crie pas sur tous les coups des toits, je suis non-binaire. Je soutiens la communauté et puis j'utilise mes privilèges de homme physiquement blanc, tout ça, pour aller expliquer à Jean-Robert au milieu du comité de direction que non, quand même, ce qu'il raconte, ça, c'est sexiste et qu'il faut qu'il arrête, quoi. Ouais. Ça, c'est super. En tout cas, j'essaye. Après, ça marche pas. Jean-Robert, il a la tête dure, donc voilà. Mais bon. Ah, c'est trop bien. Mais ça me fait penser un sujet qu'on a eu hier avec des amis. On était chez des amis hier qui ont eu la gentillesse de garder notre chien pendant 15 jours. Parce qu'il pétait un plomb, ce chien, et on avait besoin de respirer un peu. Et ils ont gardé notre chien pendant 15 jours avec leur propre chien et leur bébé. Enfin, ils ont été incroyables. Et on a
en fait, il m'a fait part d'un débat qui a eu lieu à la machine à café, tu vois. Et c'était une meuf qui disait... Alors, attends, je dis pas de conneries. Un mec qui disait not all men, en gros, tu vois. Voilà. Et une meuf qui disait les mecs 6-7, en gros, ne sont pas harcelés, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de viol. Elle niait complètement les vécus d'hommes aussi par rapport au harcèlement et tout ça. En gros, ça n'existe pas, le féminisme, donc ça dit que ça n'existe pas. Donc, je suis pas du tout d'accord dans les deux points de vue, on est d'accord, mais ça amenait quand même le sujet du not all men, tu vois. Et moi, il m'ennuie ce sujet, tu vois. On peut arrêter d'en parler, hein. Ouais, C'est toi qui l'amène. On peut arrêter d'en parler, mais en même temps, y a un truc qui me... Je sais pas. Il y a un truc qui... Peut-être genre, je vais recreuser moi de mon côté avant d'en reparler, tu vois. Je pense que ça va être ça. Ça me travaillait. Alors c'est sorti maintenant. Mais juste de mon point de vue, je suis complètement d'accord avec toi. Not all men, c'est de la merde, mais dire que les hommes sont pas violés, ça aussi c'est de la merde. Bien sûr. Et c'est pas un positionnement, de mon point de vue, c'est pas un positionnement féministe, c'est complètement l'inverse. Bien sûr. Parce que le féminisme, c'est aussi, toujours de mon point de vue, et d'un point de vue de personne née mâle, donc à prendre avec toutes les pincettes du monde, hein, bien sûr, mais c'est aussi justement montrer que les hommes souffrent de la masculinité toxique, pas autant que les femmes, jamais autant que les femmes, mais aussi qu'il y a toute cette idée que il faut être dur, il faut être fort, il faut être en contrôle, il faut tout ça, et qu'il y a juste des personnes avec qui c'est pas du tout leur mode de fonctionnement et que ça les force à être quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'être. Et que pourtant c'est des hommes et que c'est aussi une souffrance. Voilà. Et bien sûr, il y a des hommes qui sont agressés et bien sûr... Voilà. Il existe plein de masculinités. On est sur un podcast positif, alors on va pas dire l'humanité c'est de la merde, mais bon. Non, mais en fait, il y a plein de masculinités qui sont possibles et c'est un travail que Mimi Hegel, tu vois qui c'est, j'imagine. Non. Mimi Hegel, c'est une ancienne meuf de Mademoiselle. Ok. Mademoiselle.com qui a maintenant s'est lancée dans le streaming et plein d'autres activités. Et elle avait lancé un podcast qui s'appelait The Boys Club, donc avec Fabrice Florent. Et elle travaillait justement sur les masculinités. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des modèles de masculinité pas toxiques, en fait ? Et c'est hyper intéressant. Enfin, c'est un podcast que j'ai saigné à fond. Je crois que c'était sur ma fin de grossesse. Enfin, c'était vraiment, j'ai passé énormément de temps là-dessus. Et c'était vraiment passionnant. Et tout ce côté de... Ouais, toutes les sortes de masculinité, il y a encore beaucoup de taf là-dessus, quoi. C'est hyper intéressant. Oui. Oui. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse ? Je suis marié et ça fait très longtemps et je suis extrêmement heureuse d'être avec cette femme qui est merveilleuse. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Enfin, ça fera 5 ans le mois prochain, pour être précis. Et 15 ans le mois prochain qu'on est ensemble. Ah ouais. On s'est mariés pour nos 10 ans. Ah ouais. Ouais. Waouh. Et je sais pas comment décrire ça, mais parce que c'est plus des émotions que des mots, mais c'est juste, c'est trop bien, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait qui te fait du bien, tu vois ? Je pense que le truc qu'elle fait le plus et qui me fait le plus de bien, c'est l'acceptation, en fait, tout simplement. Sans que ce soit du désintérêt, puisque on peut aussi échanger sur le sujet et discuter, mais je sais que je peux lui faire une confiance aveugle sur tous les sujets, mais sur celui-là en particulier. Et c'est un sentiment
c'est extrêmement rassurant, c'est une détente incroyable, quoi. Le reste du temps, enfin la plupart du temps hors de cette relation-là, on n'est jamais sûr de comment vont être prises certaines choses. Et là, le fait que ça rentre juste pas en ligne de compte, quelque part, c'est hyper... Enfin, je sais pas si je l'exprime bien, mais c'est pas le fait que ça n'existe pas, et que ça existe, et que c'est là, et que c'est une partie de notre relation. Mais c'est jamais un sujet à remettre en cause, ou enfin... C'est comme le fait que j'ai des pieds, des mains. Voilà, c'est un fait. Voilà. Et c'est hyper reposant. C'est incroyable. Donc merci à elle pour ça. Bon, après, elle fait d'autres trucs. Hein. On vit ensemble depuis des années, donc voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais elle a fait un truc tout à l'heure que je trouve absolument mignon. Elle t'a appelée princesse. Ah oui, elle m'appelle souvent princesse. Je suis très très fan. Il faut savoir que je suis une énorme princesse, bien entendu. Je suis très chiante sur plein de trucs et que ça me correspond assez bien. Ouais, princesse, j'aime beaucoup. Même si j'ai pas la robe là en ce moment pour le matérialiser physiquement. Oui. Ça marche. Et si tu pensais à une amitié, qu'est-ce qui ferait que cette personne est une bonne amie ou un bon ami? Bah, ça dépend un peu de... Si on parle... Alors, parce que moi, je considère qu'il y a un peu des niveaux, entre guillemets, d'amitié. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais il y a des gens que tu peux considérer comme des amis, avec qui tu vas partager certaines choses, mais sans aller jusqu'à... Enfin, il y a des limites, quoi. Voilà. Et puis, il y a des gens où c'est tellement... fluide et on est tellement sur la même longueur d'onde sur tellement de trucs que on pourrait vivre ensemble sans problème. Voilà. Et ben cette personne-là, imaginons cette personne-là. Oula, tu veux une liste exhaustive des critères? Non, je veux pas ça, mais en fait moi ce qui me questionne c'est moi je suis très nulle en amitié. Tu vois. Bon, ok. Voilà, on en reparlera hors micro de ça. Ouais, si tu veux. Je suis très nulle en amitié parce que j'ai une amitié qui a été gâchée. Enfin, voilà, j'ai vécu une amitié toxique pendant très longtemps. Et donc, je sais pas ce que c'est être une bonne amie. Et donc, si je veux être une bonne amie, qu'est-ce que seraient les conseils? Ok, tu vois? Je vois. Ça. Qu'est-ce que ce seraient les conseils pour être une bonne amie? C'est un peu compliqué parce que ça demande du doigté quand même. Hein. Il faut s'intéresser aux gens mais sans être intrusif. Oui. Je pense que c'est la première étape, c'est ça. Ouais. Il faut proposer. Encore une fois, c'est ma définition à moi. Hein. Ça c'est peut-être pas la définition de tout le monde, mais il faut proposer du soutien, mais sans obliger les gens à l'accepter. Ouais. Je pense qu'il y a une forte question de consentement dans l'amitié sur plein de sujets, en fait. Finalement, être un ami, c'est faire partie de l'intimité des gens tout en gardant... tout en n'allant pas trop loin et tout en n'allant pas trop loin vers l'avant, enfin vers l'intrusif ou vers le... Voilà, et sans être non plus trop loin... parce qu'il faut se rendre compte quand les gens vont pas bien et pouvoir proposer son soutien par exemple ou proposer des activités que tu sais que les gens vont aimer alors que c'est pas forcément quelque chose qu'ils affichent forcément donc ça me va bien ça. C'est une question de... Pour moi, mais après, des formations professionnelles, c'est une question de distance par rapport aux personnes. Je sais pas, après, qu'est-ce que c'est qu'être un bon ami vaste sujet, hein, en vrai. Oui, ça pourrait être un podcast en soi. Hein. Ouais, je pense complètement que ça pourrait être un podcast en soi. Il faut aussi ne pas cacher leurs défauts aux gens quand ils en ont. Quand ils te saoulent, il faut leur dire, mais leur dire gentiment. Ouais. Parce qu'en fait, si tu n'as jamais de retour négatif sur tes défauts, tu t'améliores jamais en tant que personne.
Et je pense que les amis, ça sert à ça aussi des fois. Mm. À dire, bah là, quand même, t'abuses, quoi. Ouais. Par exemple. Hein. Et sans remettre en cause l'amitié, en fait. Non, bien sûr, C'est ça sans que ce soit un arrêt. Ouais. Alors bien sûr, si c'est inacceptable, il faut ne pas l'accepter. Hein, je ne dis pas ça, mais je pense qu'il y a aussi un moment où tu peux accepter des choses qui sont pas sympas ou pas cool ou pénibles, ou voilà, et sans le tout en disant bah ça c'est quand même pénible ou pas cool et ce serait mieux si c'était autrement. Ouais. Et je pense que c'est un ajout de tout ça. Après, il y a tellement je pense que ça dépend aussi des personnes. Il y a tellement de gens sur Terre que je pense qu'il n'y a pas deux façons de définir l'amitié. Enfin, chaque personne a la sienne, quoi. Ouais, carrément. Ça dépend ce que tu cherches, ça dépend ce que l'ami cherche, ça dépend ce dont tu as besoin, parce que c'est pas pareil. Ça dépend de plein de trucs. C'est hyper compliqué. C'est intéressant de réfléchir à nos besoins, ce que tu dis. Ça, c'est hyper intéressant. Et non, je me questionne aussi parce que tu vois, là, en ce moment, je rencontre plein de gens grâce au podcast et j'adore ça. Et pas que grâce au podcast, c'est aussi plein du reste des autres aspects de ma vie. Et en fait, il y a des relations que j'ai envie de garder, que j'ai envie de construire, tu vois. Mais je sais pas faire. Je sais pas faire. Alors, je travaille un peu avec ma psy et ma psy, elle me dit bah, si toi, tu sais pas faire, bah, laisse faire les autres. En fait, je dis bah ouais, mais des fois j'ai l'impression d'avoir envie de proposer un truc parce que je sais pas si l'autre personne elle sait que j'ai envie de faire le truc. Alors on va boire un café. Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui dis on va boire un café, tu vois? Enfin, c'est pas facile. Je comprends que c'est pas facile et c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, moi je vais avoir 37 bientôt, tu vois. Bah 37, on sait pas ce que c'est la nouvelle amitié, quoi. Moi je sais pas en tout cas. Bah oui. Des nouvelles amitiés à 37 ans, bah c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Je pense que plus tu vieillis et plus c'est difficile. Ouais. Parce que c'est un peu le entre guillemets le syndrome de la vieille fille ou du vieux garçon, tu sais. T'as des habitudes qui sont déjà construites et il faut trouver de la place pour quelqu'un, pour une nouvelle relation, que ce soit enfin voilà amicale. Dans le syndrome de la vieille fille, c'est amoureuse, mais peu importe. Dans toute une masse de trucs que tu fais déjà et que tu faisais plutôt bien, enfin qui te convenaient bien, comme ça. Ouais. Et du coup, ça peut être complètement, ça peut être plus compliqué. Après, moi, j'ai la chance d'être quelqu'un qui va facilement vers les gens. Donc, être la personne qui propose d'aller boire un café, ça me gêne pas. Ouais. Et j'ai jamais cette idée de, oui, mais si ça lui plaît pas, ou en fait, je propose et si ça lui plaît pas, bah, c'est pas grave, on n'ira pas boire de café. Enfin, je vais m'en remettre. Ouais. Tu vois, il y a pas de. Si je propose 15 fois et 15 fois on me dit non, je dis au bout d'un moment, bah ok, la personne n'est pas intéressée. Ouais. 15 fois moins que ça, hein, je grossis le trait. J'ai pas dit que je suis né dans le sud, mais je suis du sud. Okay. Je grossis le trait, donc bien sûr, au bout de 2-3 fois que la personne te dit non et qu'il n'y a pas d'aller-retour, bon bah c'est qu'elle n'est pas intéressée, c'est pas grave. Ouais. Mais j'ai la chance que ma blessure narcissique, dans ce cas-là, elle n'est pas si profonde et que je vais m'en remettre la plupart du temps. Donc j'ai pas trop cette difficulté-là, mais je la comprends très bien parce que j'ai une personne qui partage ma vie qui fait exactement les mêmes réflexions que toi. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive ? Oui, mais un peu par la bande, comme on dit. Un peu par la marge. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit que ça m'avait pris du temps pour pousser la porte de l'association du coin. Ouais. L'association LGBT du coin, bien sûr, hein, pas n'importe quelle association. T'as pas poussé la porte des chasseurs-pêcheurs Non, bah là, typiquement, je m'y sentirais vraiment très mal. Et pourtant, j'en ai connu. J'ai vécu dans un tout petit village de
il devait y avoir 1500 habitants, donc tout le monde chassait, bien sûr, parce que la campagne, c'est comme ça. C'est horrible. Et clairement, oui, non, c'est pas mon délire. Mais ça fait partie des choses qui m'ont toujours fait dire non, en fait, ce type de masculinité-là, je n'en veux pas depuis le début. Bref. L'association LGBT, du quoi. Oui, et en fait, cette association, je la connaissais de nom, mais je n'avais jamais... voilà. Et en fait, il se trouve que dans ma boîte, il y a un groupe de travail sur l'amélioration de l'accompagnement des personnes LGBT. Ok. Qui s'est lancé il y a un moment. Et il cherchait du monde à un moment, parce qu'il y a dû y avoir des gens qui ont quitté le groupe. Et je me suis dit, super, ça tombe bien. Je connais le sujet. On va voir ce qui s'y passe dans ce groupe de travail. Parce que c'est un truc un peu corporate, des fois, les groupes de travail. Ça fait bien de dire, oui, on a plein de groupes de travail sur plein de sujets, puis en fait, il ne se passe rien à l'intérieur. Il se trouve que celui-là était très cool et vachement efficace, et que les gens dedans étaient très impliqués. Et que notamment, ils étaient en train de construire un projet de formation à destination des travailleurs sociaux, mais pas que, enfin des personnes qui accueillent du public, avec l'asso LGBT du coin. Ok. En fait, c'est en entrant dans ce groupe et en prenant contact avec cet asso pour le travail, en fait, que je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient pas que les trucs pour lesquels je les connaissais, c'est-à-dire la Pride et un communiqué de temps en temps. En fait, il y avait plein d'activités à l'intérieur, que c'était hyper ouvert et machin. Et c'est grâce à ça que j'ai... Enfin, c'est pas que grâce à ça, mais ça m'a aidé en tout cas à me dire, oui, mais en fait, j'ai aussi ma place là, et pas... ce que sur la partie événement... Voilà. Je les connaissais que pour la partie événementielle et entre guillemets conviviale. Mais en fait, non, il y a aussi du militantisme, des choses bien plus engageantes, du soutien. Enfin bref, voilà, on va pas faire tous les détails de tout ce qui se passe dans l'asso, parce qu'il y en a beaucoup, mais ils font plein de trucs. Ouais, et puis on peut dire qu'on a fait notre JDR là-bas, en fait. On peut dire qu'on a fait notre JDR là-bas, tout à fait, oui. Parce que c'était un JDR queer et que voilà. Oui. Mais typiquement, moi, je pensais qu'ils faisaient que ça, entre guillemets, que la partie conviviale de la communauté. Et en fait, non. Et moi, la partie conviviale de la communauté, c'était intéressant, mais c'était pas mon focus. Moi, j'avais envie de mettre un peu mon énergie à soutenir des causes, enfin un peu plus, je sais pas, de façon un peu plus militante, on va dire. Et ils font ça aussi, et je le savais pas jusqu'à ce qu'on soit mis en contact pour le boulot. Voilà. Donc c'était plutôt positif. As-tu un message positif à faire passer ? C'est ce que je disais, j'ai noté ensemble, on est plus fort. C'est un peu brut de pomme et sans explication, ça peut perdre un peu de sa force, mais je pense sincèrement que le fait d'être une communauté, ça permet de se protéger les uns les autres, même si tout n'est pas toujours tout rose. Parce que bien sûr, les relations humaines, c'est jamais complètement positif, tout rose, etc. Mais en grande majorité et sur le long terme, dans la globalité, c'est quand même... c'est vraiment très, très, très rassurant et vraiment hyper chouette de se sentir qu'on n'est pas tout seul, quoi. Je pense que c'est une obligation absolue. Dans un univers parfait, peut-être pas, mais dans l'univers dans lequel on vit, c'est une obligation absolue d'être ensemble et de travailler ensemble. Ça marche. La question suivante, c'est: as-tu des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, n'importe quel contenu culturel que tu souhaites, qui soit queer et positif ? Oui. Parce que attention, behind the scene, j'ai eu les questions en avance. Ah bah oui, mais ça c'est important, ça. Bah oui, c'est normal d'avoir les questions en avance. Donc j'ai préparé. Et même pour les futurs invités qui vont écouter ces épisodes, c'est même vous, invités, qui validez le montage. Ça, c'est très important d'avoir les questions en avance et de valider le montage. Pour moi, c'est non négociable. Merci beaucoup pour ça, parce que je pense qu'effectivement, ça peut être utile, notamment à cette question. Ouais. J'ai pu chercher des trucs cool que j'avais lus récemment. Ouais. Et du coup, il y a un bouquin que je conseillerais vraiment beaucoup, qui s'appelle « L'espace d'un an ».
Ouais. en français. The Long Way to a Small Angry Planet en anglais, de Becky Chambers, qui est pas un roman officiellement queer, mais l'autrice est lesbienne et les personnages sont LGBT en bonne partie, pas tous, mais il y en a plein. Ça raconte l'histoire d'un équipage d'un vaisseau spatial, c'est de la SF, d'un vaisseau spatial dont la mission est de construire des tunnels, entre guillemets, des tunnels spatiaux. Donc ils forent d'un côté de l'espace, ils ressortent d'un autre côté de l'espace, et après ça permet à d'autres vaisseaux de faire le même voyage. Donc ils ont eux un vaisseau tunnelier, et le principe, enfin le pitch, c'est que ils sont recrutés par mettons le gouvernement galactique, pour aller dans un tout petit système solaire qui jusqu'à présent était extrêmement hostile, mais dont les propriétaires, enfin la race qui vit là, a finalement ouvert des négociations et souhaiterait être rattaché au reste de la fédération, entre guillemets. Ça s'appelle pas la fédération, mais peu importe, c'est l'idée. Pour aller là-bas, du coup, ils font un long journey. Ils traversent l'espace normal, puisqu'il n'y a pas de tunnel encore. Il faut qu'ils partent de ce système-là pour créer le tunnel. Et en fait, ça, c'est juste la raison pour laquelle ils se déplacent, mais c'est une succession de petites histoires de ce qui va se passer pendant le voyage, qui se centrent beaucoup sur les relations entre les membres de l'équipage, leur background, leur histoire perso, leur connaissance à eux, enfin à elle. Voilà. Et il y a toute une collection d'extraterrestres super chouettes, de peuples avec des coutumes super cool. Et c'est très positif. Ça fait partie d'un truc que je ne connaissais pas, mais c'est du hope punk. C'est un terme que j'ai appris en cherchant ce bouquin, que j'ai adoré moi-même lire. Et en fait, c'est un courant de SF maintenant, apparemment, où les personnages sont confrontés à des difficultés, mais où les résolutions sont la plupart du temps positives. C'est trop bien. C'est méga cool. C'est hyper doudou comme bouquin. Il y en a 4, j'ai pas lu les autres, mais je veux absolument qu'on m'offre les autres. Clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. As-tu un ou une prochaine invitée à me recommander ? Non. Ça va. Je suis désolé. Y a pas de souci. Je pense que c'est une lourde responsabilité de recommander des invités. Pas forcément. Que là, comme ça, je vois pas. Et puis en plus, j'en ai pas forcément parlé à d'autres. Par contre, si tu es d'accord, je compte bien envoyer une fois que ce sera monté et propre, ce podcast un peu à des gens que je connais qui pourraient être intéressés. Avec plaisir. Et je me dis que ils pourront peut-être te recontacter en retour en disant que ça les intéresse. Oui, carrément. Carrément, contactez-moi. Est-ce que tu as envie de dire merci à une inconnue ? Ah oui, j'avais oublié cette question, elle est très bien, je l'adore. Et effectivement, alors à 2 inconnus, en fait, qui ont sans doute aucune chance d'écouter ce podcast, mais c'est pas grave. Parfait, c'est le but du jeu. Tu as parlé tout à l'heure de ma super écharpe. Donc je possède une super écharpe aux couleurs du drapeau non-binaire. Et un jour lambda dans le tram, je me retrouve debout à côté de 2 personnes visiblement queer, qui discutent entre elles, et puis en fait je suis juste à côté, voilà, et à un moment il y en a une qui se retourne, qui fait un geste à sa pote en désignant mon écharpe et qui me regarde en disant « cette écharpe elle est magnifique ». Et bon, c'était le moment où je descendais, donc j'ai pas eu le temps d'en discuter particulièrement avec ces personnes, mais merci beaucoup. Ça a illuminé ma journée, vraiment, parce que ces gens avaient l'air très cool, et que le fait d'être un peu
quelque part, ça crée le fait d'être reconnu et intégré à la communauté. C'est hyper chouette. Ouais, voilà. Cette petite connivence là, j'adore. Ouais. Alors ma dernière question, c'est une question que je pose pas à chaque fois parce que des fois on en parle déjà pendant les questions. C'est pour quelle raison tu as accepté de faire ce podcast ? Je pense qu'une partie c'était parce que je t'aime bien et que je trouvais que ta camaraderie dans le jeu de rôle était chouette. Donc je me suis dit ça ne peut que être intéressant. En plus, tu me l'as proposé de façon hyper sympa en m'envoyant le lien et en me montrant des exemples. Et les exemples m'ont bien plu. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de raison que... Voilà. Donc c'est grâce à toi, en fait. Merci, c'est gentil. Cool. Eh ben, merci pour tout ce temps, Bastien. C'était super. Merci à toi aussi. Franchement, super accueil, super recommandation, super conversation. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Blue Sky. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez m'écouter sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod, que je viens de découvrir en open source, et certainement d'autres. Vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description, podcast.etc@gmail.com. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Merci encore pour tous les cœurs que je reçois chaque jour, ça aide beaucoup. Plein de bisous et à bientôt!